On va pas se mentir, Pixar est le studio qui a révolutionné le cinéma d'animation. On a grandi avec leurs films et pendant presque 2 décennies, ils ont enchaîné les chefs-d'œuvre. C'était devenu presque une habitude. Chaque sortie Disney Pixar était un événement et presque toujours un classique instantané. Que ce soit Toy Story, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Ratatouille, Wall-E, Là-haut, bref, ils avaient cette capacité unique à raconter des histoires universelles, drôles, mais profondément humaines. Des histoires pour les enfants, certes, mais aussi des histoires qui parlaient aux adultes comme aucun autre studio n'osait le faire. Et puis, ça c'est un peu compliqué. Ces dernières années, Pixar a eu du mal à retrouver son lustre d'antan. Des suites un peu tièdes, des projets originaux qui ont parfois manqué leur cible, ou d'autres très difficiles à suivre. Tu veux en boire du vulgaire? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Il est écrit... Pour la première fois depuis longtemps, on a commencé à dire que Pixar n'était plus le studio d'animation le plus inspiré de la planète. On sent que Pixar traverse une sacrée zone de turbulence. Alors, aujourd'hui on va remonter le temps. On va revenir à une époque où chaque sortie Pixar était intouchable et avait quelque chose à raconter. Et dans cette période dorée, il y a un film qui, pour moi, résume tout le génie du studio et ce qu'il savait faire de mieux. Un film qui, à lui seul, pourrait être considéré comme un chef-d'œuvre, même en dehors de l'animation. Je parle bien entendu des Indestructibles. Sorti en 2004, Les Indestructibles arrivent comme un ovni. On est encore loin du raz-de-marée de Marvel, et pourtant, voilà qu'un film d'animation familiale de super-héros arrive et enterre tout le monde. Le réalisateur, Brad Bird, y injecte une profondeur et une maturité inattendues. Le film démarre dans un monde où les super-héros sont de véritables célébrités. Monsieur Indestructible est l'un des plus grands d'entre eux. Fort, courageux, admiré de tous, et fiancé à Elastigirl, une héroïne tout aussi redoutable et surtout... flexible. Mais très vite, tout va basculer. Après une série d'accidents et de procès, les super-héros sont forcés de prendre leur retraite et de mener une vie normale. L'âge d'or des super-héros est alors terminé. Vous rejetez ma requête. On retrouve Bob Parr, des années plus tard, alias Monsieur Indestructible. Il est devenu un père de famille frustré, coincé dans un boulot de bureau déprimant avec un patron déprimant. Et à la maison, sa femme Hélène, Elastigirl, tente de maintenir une certaine harmonie malgré des enfants au pouvoir incontrôlé et la nostalgie qui ronge Robert. Lui rêve toujours de ses exploits passés, et en secret, avec son ami Frozone, il continue d'aider les gens la nuit au risque de se faire attraper. C'est vrai. C'est alors qu'un mystérieux client lui propose une mission secrète, partir sur une île pour détruire un robot surpuissant. Bob accepte sans hésiter, j'accepte. Et enfin, il retrouve le goût de l'aventure, la sensation d'être enfin utile et d'être vivant. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il s'agit d'un piège. Derrière tout ça se cache Syndrome, un ancien fan rejeté par Monsieur Indestructible, devenu un méchant mégalomane qui a transformé sa rancune en une obsession destructrice. Hélène, inquiète de la disparition de son mari, reprend du service et part le sauver avec leurs enfants. Enfin ça, c'était pas prévu. Après avoir déjoué les plans de Syndrome, la famille réussit à s'échapper de l'île et revient en ville, juste à temps pour affronter l'ultime robot destructeur que Syndrome a lâché sur la population. En unissant leurs forces, les Parr parviennent à le vaincre et mettre définitivement un terme à la folie de Syndrome. Pas de cap! À la fin, Bob, Hélène et les enfants trouvent enfin leur équilibre. Ils peuvent être eux-mêmes, vivre en famille et redevenir des héros quand il le faut. Le film se termine alors sur une note pleine d'espoir, mais aussi d'action, alors qu'un nouveau méchant apparaît et que toute la famille saute dans la bataille. Tremblera devant moi. Cependant, derrière ce final triomphant, il y a une scène, un moment en particulier qui donne toute sa profondeur et toute la noirceur au film, un moment qu'on pourrait presque considérer comme s'inscrivant sans nuance dans la trame narrative. Je dois dire que j'ai dû épuiser pas mal de super-héros avant qu'ils soient dignes de te combattre. Mais qui en réalité révèle toute la cruauté inédite et la maturité du film à l'époque où Pixar nous emmenait dans une direction pleine d'émotions. On y est. Bob, après avoir échappé à Syndrome, réussit discrètement à s'infiltrer dans son repère. Ce qu'il veut est simple, découvrir le plan secret de son nouvel ennemi et y mettre un terme définitivement. Mais ce qu'il va découvrir dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. On le voit avancer prudemment à travers un couloir étroit et obscur, un couloir éclairci par de simples petites lumières installées de façon linéaire, révélant le chemin à suivre. Une mise en scène classique qui accentue davantage le côté claustrophobe de la situation, montrant dorénavant qu'il n'y a plus de
retour en arrière qui se tient. Bob progresse sur ses gardes, avance prudemment et s'installe sur le poste de commande au centre de l'obscurité, révélant un écran géant. Il réussit à rentrer dans le serveur et c'est à ce moment-là que retentit une note musicale. D'abord à peine perceptible, un motif discret, presque funèbre, qui monte doucement alors que la tragédie est sur le point d'être révélée. Il pianote sur le clavier, curieux, pensant trouver des informations utiles, et à mesure que les fichiers apparaissent, la musique se fait de plus en plus présente. Plus inquiétante encore, elle épouse la panique qui envahit Bob. Sur l'écran, une liste de noms défile, des noms qu'il connaît bien. Ce sont ses anciens camarades super-héros, ses amis, ses modèles, et à côté de chaque nom, en lettres blanches, une barre rouge unique clignote. Elle signifie une chose, tous éliminés, un par un. Tous ces héros qu'il pensait invincibles ont été anéantis par le même robot. Et ceux qui ont survécu ont été de nouveau éliminés par une nouvelle version de l'Omnidroïde, plus grand, plus méchant. Bob se fige alors. Son regard passe d'un écran à l'autre, ses pupilles se dilatent et ses mains commencent à trembler. On entend à présent une montée orchestrale qui s'épaissit, qui le submerge. La réalisation brutale de l'ampleur du plan de Syndrome et de la tragédie en cours. Il comprend en un instant qu'il est peut-être l'un des derniers, que sa famille aussi est en danger, que sa femme Elastigirl pourrait être la prochaine, que son ami Frozone aurait pu être à sa place. Peut-être que c'est déjà trop tard pour lui, que tout ce qu'il croyait éternel n'était qu'une illusion, que l'ère des héros est bel et bien mort et qu'il risque bien de rejoindre cette liste lui aussi. C'est un moment d'humiliation et de peur, superbement mis en scène. La caméra le filme alors légèrement en plongée, rendant la terreur sur son visage plus évoquant. La folie de Syndrome se révèle alors, la musique s'intensifie, les trompettes sont de plus en plus puissantes, l'opération Chronos est prête. Des millions de vies sont en danger. Bob finit par reprendre ses esprits. Il réagit et se précipite vers la sortie. Mais à ce moment précis, le silence revient soudainement comme une note finale qui se serait figée, laissant en suspens le spectateur sur ce qui vient de se passer et sur ce qui pourrait suivre après. On entend alors un petit bip au centre du costume de Monsieur Indestructible. Le GPS de son costume vient d'être activé à distance par Hélène. Instantanément, la pièce s'illumine d'une lumière blanche éblouissante. Le décor auparavant calme devient une machine de mort. Les premiers tirs partent, mais ce ne sont pas des balles, mais des projectiles étranges, des sphères gonflantes, collantes, qui s'accrochent à Bob et se déploient immédiatement en une manière caoutchouteuse. Les canons tirent en cadence, le bruit est assourdissant, et les balles gonflantes pleuvent comme une nuée inarrêtable au rythme de la musique qui reprend son rythme là où elle s'était arrêtée et explose enfin dans toute son intensité. Les balles qui sifflent, Bob qui lutte, qui tombe, qui se relève, encore et encore, mais chaque mouvement devient plus lent. La scène devient alors une chorégraphie meurtrière. Les balles l'enserrent, le clouent au sol, le recouvrent presque entièrement, les scènes se coupent de plus en plus vite au tir des milliers de canons. On ne distingue presque plus que le son des tirs et des hurlements de lutte de Bob se sachant condamné. C'est alors que la scène se calme et la silhouette de Bob disparaît peu à peu, ne laissant qu'apparaître un mirage avant que ne disparaisse la lumière. Et oui, cette séquence, pour moi, reste magistrale. Pixar nous montre ici une scène à la limite de l'angoisse, de la claustrophobie. Elle ne prend jamais ses spectateurs pour des enfants. Elle les confronte à la peur, à la solitude, à l'échec, et c'est pour cela qu'elle reste gravée dans les mémoires. Dans un film d'animation grand public, c'est une audace assez rare. Une scène qui montre que l'héroïsme n'est pas un état permanent, mais une lutte constante et souvent douloureuse. On a vu comment Brad Bird avait construit cette scène, plan par plan, pour en faire une véritable montée en tension. D'abord, par la mise en scène elle-même, qui fait penser à un thriller d'espionnage. On sent un petit peu l'influence d'Hitchcock dans la construction du suspense, l'utilisation des sons, de la musique, des silences, des cadrages serrés, chaque élément du décor contribue à raconter l'histoire sans un seul mot d'explication. Ensuite, par ce qu'il dit du personnage de Bob. Jusqu'à présent, Bob vivait dans une certaine nostalgie de ses exploits passés, persuadé qu'il lui suffisait de redevenir un héros pour retrouver sa grandeur. Et cette séquence détruit cette illusion. Il réalise qu'il s'est laissé piéger par son orgueil, qu'il n'est pas au-dessus des autres, qu'il n'était même pas choisi pour son talent, mais seulement pour servir de cobaye dans une chaîne d'élimination impersonnelle. C'est une désillusion brutale qui le met face à la réalité. On ne peut pas redevenir un héros en refusant de voir le monde tel qu'il est. Cette scène est également un sommet sur le plan thématique.
car elle cristallise un des grands messages du film, la manière dont la société moderne banalise l'exceptionnel. Syndrome ne veut pas seulement tuer les super-héros, il veut prouver qu'ils ne sont pas spéciaux, qu'ils peuvent être remplacés par des machines, réduits à des chiffres, des statistiques, des échecs successifs. C'est une vision profondément cynique du monde, où la grandeur n'a plus sa place. Enfin, cette scène est l'une des plus grandes forces émotionnelles, parce qu'elle provoque un vrai choc pour le spectateur. Nous étions, nous aussi, complices de la nostalgie de Bob. Nous avions envie de le voir triompher, redevenir ce qu'il était, et nous découvrons, avec lui, la cruauté du piège, la chute d'un homme trop sûr de lui, et le début d'un réveil nécessaire. Cette empathie est ce qui rend la scène si puissante. À partir de cet instant, Bob n'est plus seulement un père de famille maladroit qui cherche à revivre ses exploits, il devient un homme en détresse, qui n'a plus que sa famille pour le sauver. C'est le moment où la véritable histoire des Indestructibles se met en place, celle d'une famille unie qui n'existe pas seulement pour fuir le quotidien, mais pour affronter ensemble un monde hostile. Et par sa mise en scène glaçante, sa construction dramatique implacable et sa portée symbolique, elle incarne la maturité rare de ce film d'animation. C'est quoi pour toi, un jeu? Un moyen de redevenir Monsieur Indestructible? Non. Alors quoi? Dis-moi ce que c'est. Je ne suis pas assez fort. Pas assez fort. Et tu crois que ça va te rendre plus fort? Oui. Non. Ça te sert à ça? À prouver que tu es le meilleur? Je ne veux pas tout perdre. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Je ne suis pas assez fort. Si Les Indestructibles restent aujourd'hui encore un sommet du cinéma d'animation, c'est parce que derrière ces scènes d'action spectaculaires, il y a des moments comme celui-ci, des moments qui nous rappellent que même les plus grands peuvent tomber, mais que au fond, c'est leur capacité à se relever qui fait d'eux de véritables héros. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de mettre un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous avez un Twitter, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le réseau X, lien de mon compte en description. Et si vous vous sentez l'âme un peu généreuse, n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne en souscrivant, ça vous permet d'apporter un petit soutien financier à la chaîne et ainsi contribuer à son évolution. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.